Salut à tous, bienvenue dans le 13-30, c'est mercredi, donc c'est le 13-30 et en plus. Aujourd'hui, nous avons avec nous l'inénarrable Julien Chérita, ça faisait longtemps, comment vas-tu? Ah bah ça va bien, et toi? Inénarrable? C'est le Inénarrable, bon c'est-à-dire terme, qu'on ça? oui, on ne peut pas te narrer. J'essaye de Hmm. te narrer et je n'y arrive pas. Je n'y parviens pas, donc voilà, je n'ai aucun adjectif Pour- pour commenter ta présence aujourd'hui, même si je Pourtant, on commence suis à se très connaître, content. hein? C'est vrai, c'est peut-être pour ça que maintenant j'ai plus envie de te narrer. Non, mais tu viens avec des informations cruciales. Toujours plus Ouais, vite oui, avec .NET. Vous savez que quand Julien vient, on parle performance, on parle .NET et on on va parle aller souvent chercher. performance. Ouais. Mais oui, on va aller chercher dans les recoins et tout pour aller plus vite. Eh ben voilà, parce que c'est ce qu'on veut. Quand on gagne un dixième de seconde sur quelque chose qui est répété 1 million de fois, eh ben à la fin on gagne une seconde. Et voilà. Exactement, et c'est ce qu'on va voir un petit peu d'ailleurs. On va parler un petit peu généralement de qu'est-ce qu'on va aller rechercher en performance et comment on peut aller un peu le rechercher avec les outils qu'on a, etc. Ouais. D'habitude, je me concentre vachement sur les micro-optimisations qui sont faites. On va Mhm. essayer d'être un peu plus général, même si on va jeter un œil par là-bas aussi. Et oui, il y a pas mal d'outillage. Moi, j'ai vu un peu ce qui va se passer dans la démo. Il y a des outils, c'est intéressant. Il y a des trucs avec Voilà. des graphes et tout, c'est fou. C'est fou. Alors, les performances. Bon, déjà, on va cadrer un petit peu. Performance, c'est un sujet qui est vaste, qui a beaucoup d'aspects. Et la performance pour la performance, c'est sympa, mais en général, on cherche quand même à atteindre un but en chassant la performance. Et ce but-là, le plus souvent, ça va être de satisfaire notre utilisateur. Mhm. C'est-à-dire que si ton utilisateur il est frustré par ton application, qu'elle met longtemps à répondre, qui commence à faire quelque chose, que c'est changé en plein milieu, etc., il va pas avoir envie d'utiliser ton application et il va peut-être s'en détourner. Il y a des études qui montrent que chez Amazon, quand tu passes de, je sais plus, 400 millisecondes pour répondre à 300 millisecondes pour répondre, tu vends 15% de plus. Enfin, Mhm. ce genre d'étude est assez courante et montre des vrais résultats. Donc ça, c'est la raison numéro un. Et on va voir quels aspects on va chercher quand on cherche à satisfaire l'utilisateur. L'aspect numéro 2, c'est les coûts d'infrastructure. Parce que Mhm. quand ton application fonctionne mieux, qu'elle consomme moins de CPU, moins de mémoire, si c'est une application qui sert beaucoup d'utilisateurs, tu vas avoir besoin de beaucoup de serveurs. Et du coup, tu vas pouvoir économiser un petit peu sur la taille de tes serveurs, sur le nombre de tes serveurs, etc., etc. Le dernier aspect sur les performances, ça va être améliorer la scalabilité et la résilience. Parce que effectivement, quand tu as besoin de serveurs moins gros, tu vas pouvoir plus facilement monter à l'échelle et Mhm. tu vas pouvoir plus facilement servir plus d'utilisateurs et avoir une application qui est plus stable. Et donc, euh, pour atteindre ça, faut pas se baser uniquement sur ce que ressent ton utilisateur. Ouais. Ton utilisateur, il va avoir un ressenti quand il va avoir ton application. Ben, peut-être que ce ressenti-là ne correspond pas vraiment à ce que tu mesures. Peut-être Mhm. que cet utilisateur-là, qui a un mauvais ressenti, il est dans des conditions particulières, il a un mauvais réseau, il a d'autres Oui. raisons que ce que tu peux faire toi, qui font qu'il a un mauvais ressenti. Donc la première chose que tu vas vouloir faire, c'est avoir des métriques brutes qui vont te dire objectivement qu'est-ce que tu atteins comme performance et sur quoi tu peux t'engager. Mhm. Et derrière, justement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de définir un engagement au niveau de performance et au niveau de service. Alors nous, comme on travaille dans le service informatique, souvent on s'engage auprès de clients à leur fournir des applications qui vont atteindre certains niveaux de performance. Mais Mhm. même en interne, si tu travailles au sein d'une DSI ou d'un site marchand ou des choses comme ça, tu vas vouloir dire, nous, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? Et comme ça, si on arrive à améliorer ces objectifs-là, qu'est-ce qu'on y gagne, qu'est-ce qu'on mesure derrière? Donc voilà. Tout ça, c'est des choses assez importantes quand tu définis ce que tu veux atteindre par la performance. Mhm. Ensuite, une fois que tu as Bah, défini tout ça, il faut se poser les bonnes questions. c'est cool. Donc, C'est bien. euh,
déjà, il faut mesurer. Mesurer, Oui. mesurer, mesurer. On va voir, les démos, ça va beaucoup être centré autour de ça. Donc, on va mesurer, on va essayer d'identifier où sont les problèmes, donc qu'est-ce qui est lent dans ce qu'on fait, et aussi formuler des hypothèses pour dire peut-être que si je change tel aspect, on va voir qu'il y en a pas mal sur lesquels on peut intervenir, si je change tel aspect, peut-être ça va améliorer. Et du coup, comme j'aurais mesuré, si je fais cette modification, je peux vérifier si ça fonctionne. Si ça fonctionne dans mon environnement de développement et si ça fonctionne en production. Donc voilà, il faut d'abord savoir ce qu'on va mesurer, savoir comment le mesurer, comment le reproduire et comment optimiser. Et ensuite, on doit aussi une certaine rigueur dans nos mesures pour dire je vais 2 fois plus vite. Mais si tu vas 2 fois plus vite que dans le cas qui est trivial, Oui. c'est pas intéressant. Il faut que dans les cas réels, j'arrive à mesurer que mon gain de performance il est effectif. Donc quand je vais mesurer, je vais devoir faire attention au phénomène de warm-up, c'est-à-dire au démarrage, parce que souvent, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas qu'est-ce qui se passe au démarrage de l'applicatif, sauf si c'est un outil en ligne de commande. C'est plutôt qu'est-ce qui se passe dans le temps quand il y a beaucoup d'utilisateurs. Et aussi, voir comment je l'applique et comment j'isole du bruit. C'est-à-dire que des fois, tu es sur ton environnement de développement, tu mesures des choses, mais tu as 15 applications qui tournent derrière, tu as ton antivirus, tu as machin, qui vont un peu perturber le fonctionnement normal de ton application. Il faut définir ce que tu veux vraiment mesurer et qu'est-ce qui est le bruit. On va voir aussi que les outils là-dessus sont assez forts. Ensuite, il faut savoir comparer en termes de mesure différents aspects. Typiquement, quand tu mesures, tu vas avoir une distribution des temps. J'ai un petit graphique en dessous pour montrer à quoi ça ressemble. Et cette distribution des temps de réponse, elle va te définir une moyenne, une médiane. Donc la médiane, c'est 50% des gens vont plus vite, 50% des gens vont plus lentement. Mais aussi ce qu'on appelle le P95 ou le P99, ça veut dire quel est le pire des cas pour 5% ou 1% des utilisateurs. Et pareil, je vais vous montrer un petit peu sur un graphique, ça sera peut-être un peu plus parlant. Et derrière, il faut les moyens de tracer, de profiler tout ça pour pouvoir analyser ces mesures. Alors typiquement, un graphe de distribution, ça ressemble à quoi? Là, ce qu'on mesure, c'est ce qu'on va mesurer le plus souvent, c'est la latence ou le temps de réponse. Donc on a un service qui met un certain temps à répondre. Là, l'échelle n'est pas définie parce que c'est des données moquées, mais on verra sur un vrai graphique un peu plus tard. Et on va voir que ça se distribue avec une forme un petit peu en cloche, avec éventuellement plusieurs nœuds à l'intérieur qui font que c'est pas si homogène que ça, plusieurs pointes plutôt que nœuds. Et là, on voit que en moyenne, le temps de réponse, ça va être 4,6. Imaginons que c'est des millisecondes. 4,6 millisecondes. Mais que la médiane est un peu plus élevée, elle est autour de 5. Donc ça veut dire que la plupart des utilisateurs, ça met moins de 5 millisecondes, et il y en a beaucoup pour qui il y en a la moitié pour qui c'est plus. Et on va regarder du coup le P90. 90% des utilisateurs, c'est en dessous de 7,8 millisecondes, 7,9. Et par contre, il y en a 10%, et 10% c'est pas négligeable, qui ont plus. Et pareil, le P95, P99, on va regarder combien il y a de... quelle valeur ont 95% des gens ou 5% des gens selon comment tu définis ton truc. Et souvent, on va s'engager sur du P95 voire P99 parce que la queue de distribution, c'est là que les gens ont des mauvais ressentis. C'est-à-dire que les 5%, c'est peut-être que 5% des gens qui ont des mauvais temps de réponse, mais ils peuvent être très mauvais, et ils peuvent aussi tuer la perception de ton application, parce que, ok, ça marche 95% du temps, mais 5% du temps, ça marche très mal.
On va essayer de voir un exemple. Bon, dans les exemples que j'ai faits, on arrive avec des queues de distribution très longues, donc ce sera intéressant de regarder. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer? On a vu la latence, c'est le truc qu'en général, c'est le numéro un des trucs qu'on va aller regarder. Mhm. On va mesurer aussi le débit. Donc, pour mesurer le débit, là, il faut vraiment charger notre application. On verra qu'on a des outils pour charger nos applications. Et pour mesurer, si je mets beaucoup d'utilisateurs, est-ce que mon application elle continue de répondre avec des temps raisonnables et jusqu'à combien je peux monter et à quoi c'est capable de répondre. Donc ça, c'est souvent les deux aspects principaux qu'on va chercher. Mais aussi après, on va souvent aller regarder du côté de l'empreinte mémoire. Combien de mémoire notre application consomme? Est-ce que on respecte des budgets de mémoire? Est-ce qu'on peut prendre des VM qui ont moins de mémoire? Ou est-ce que si on a peu de mémoire, on ne passe pas trop souvent notre temps, vu qu'on est dans un langage managé qui gère lui-même sa mémoire, à nettoyer la mémoire, à faire tourner le ramasse-miettes, le garbage collection, et que ça n'a pas un coût trop important pour notre applicatif. Mhm. Le dernier, c'est le coût CPU. Alors, sur le type d'application que je fais, moi, c'est plus rare, mais j'ai eu des exemples récemment qui étaient assez intéressants, où on a des process qui sont intensifs en calcul. Et donc, là, on va commencer à regarder, est-ce qu'on ne peut pas optimiser finement pour avoir des traitements qui sont plus rapides, qui sont plus efficaces, et qui profitent des dernières avancées du framework sur les sommes en parallèle avec les instructions sur plusieurs valeurs, etc., les fameux SIMD, instructions vectorielles. Donc voilà, il y a des choses à faire. Les outils qu'on va pouvoir Ah, utiliser. les Donc outils. ça, c'est voilà, c'est là que c'est important. Moi, celui que je vois le plus souvent utilisé et qui est vraiment très utile quand on veut analyser comment se comporte un traitement en particulier. Je ne sais pas, je fais des statistiques sur un gros set de données. Je fais des traitements en mémoire où je concatène des données, je fais du parsing, je fais des choses comme ça. Je me dis, je peux peut-être faire une amélioration, je vais isoler mon traitement et je vais faire ce qu'on appelle un micro-benchmark. Donc, ce micro-benchmark, il y a un outil qui est absolument génial pour ça, c'est benchmark.net. Mhm. On va le voir un petit peu plus tard. Et qui nous permet de tracer, juste en définissant en quelle méthode on va tester. Lui, il exécute, il isole un petit peu le bruit, etc., comme on expliquait précédemment. Et il va nous mettre des tableaux de statistiques où on va voir quel est l'usage CPU, combien de temps ça prend, quel est l'usage de la mémoire, etc., etc. Ça, c'est très utile pour isoler des problématiques de performance critique, des sections un petit peu critiques dans ton code. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que ton problème, il est plus flou, il est pas forcément Diffus. bien défini, tu sais même pas exactement où aller chercher. Mhm. Et là, c'est plus en production qu'il va falloir que tu commences à regarder un peu ce qui se passe. Donc, si tu veux regarder en production ce qui se passe, la première chose, c'est d'avoir des mesures, comme on dit. Hein, c'est toujours Mhm. important, c'est de mesurer. Et donc, d'avoir des traces, ce qu'on appelle des traces métriques. Donc, il y a même un troisième aspect, c'est traces, métriques, et le nom m'échappe, mais voilà. Ça te permet d'avoir des informations sur comment ton applicatif se comporte et Mhm. en production. Donc, tu as des frameworks tels que OpenTelemetry qui sont très faciles à intégrer à .NET, Mhm. euh, qui s'intègrent super bien avec Application Insights, parce que c'est vraiment ce qui est, comment dire, c'est la version un peu open source du framework de logging que proposait Application Insights. L'avantage d'OpenTelemetry, c'est que ça peut mettre les données dans Application Insights, mais ça peut aussi les mettre dans d'autres outils qui sont un peu à la mode un peu partout. Dans certaines entreprises, on ne veut pas mettre les données sur ce genre de données sur Mhm. Internet, etc. On peut les héberger chez nous. Donc voilà, il y a OpenTelemetry, c'est une version open source qui nous permet de faire un peu ce qu'on veut là-dessus. Moi, je privilégie Application Insights parce que je le connais bien et que quand même je trouve assez top en termes de données qu'il va te présenter, de choses que tu vas pouvoir voir grâce à lui.
À l'intérieur de ces traces enfin, à côté de ces traces métriques, ce qui va être aussi intéressant, c'est d'avoir des logs structurés que tu vas fournir euh, à ton logging. Donc, moi, pareil, Application Insight, Mhm. qui vont te permettre d'avoir des étapes de ton traitement en plus des traces que tu vas obtenir juste avec le framework. Et donc, tu vas pouvoir dire, ah ben là, j'ai commencé à faire ça, là, j'ai commencé à faire ça. Et dans Application Insight, tu vas éventuellement pouvoir corréler tout ça. Et donc, retrouver un peu de ces données-là et aller creuser éventuellement. S'il y a des choses que tu commences à identifier, tu vas rajouter quelques traces, te permettre d'aller regarder un petit peu plus en détail. L'autre point dont je parlais tout à l'heure, c'est les fameux histogrammes de latence qui vont être fournis automatiquement par ce genre de framework et qui vont te permettre d'aller regarder un petit peu plus en détail quels sont les traitements qui sont bons, dans quelles conditions, quand ça vient d'où, etc. etc. Dernière chose en production ou dans des environnements similaires à la production, c'est d'avoir de quoi charger ton application pour te permettre de reproduire un petit peu quels Mhm. sont les traitements un peu critiques et de voir, tu as publié un truc, tu n'attends pas forcément que tout le monde soit arrivé sur ton site pour vérifier si ça a bien fonctionné. Tu vas commencer à faire des tests de charge pour voir que ça se comporte bien. Donc voilà, ça, c'est les outils principaux pour moi. Mhm. Après, il y a d'autres outils qu'il faut connaître, mais que je ne vais pas aborder là parce que c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre et à analyser et tout et tout. C'est tout ce qui est collecte de compteurs, de traces et d'éléments de profiling qui te sont offerts par le framework. En fait, il Mhm. y a des outils, principalement sur le framework .NET Core, .NET Trace et .NET Counters, qui vont te permettre d'obtenir des traces très fines du comportement de ton applicatif. Mhm. Ils sont un peu compliqués à régler parce qu'il faut régler qu'est-ce que tu veux collecter, comment tu veux le Ouais. faire et tout et tout. L'avantage, c'est que ça marche sur toutes les plateformes et donc tu peux faire tourner ton .NET Trace même dans un conteneur que tu as publié sur Azure ou sur AWS et commencer à collecter des traces pour pouvoir les récupérer chez toi et les analyser. Et ça, tu Mhm. peux le faire même en production. Mais voilà, c'est des usages quand même vachement avancés. Pareil, .NET Counters, il va faire la même chose, mais il va juste récolter un peu les compteurs. Donc, combien de fois s'est lancé le garbage collector, combien tu as eu de requêtes, combien tu as eu d'allocations, enfin, ce genre de choses. Et derrière, après, quand tu commences à vouloir analyser un peu tout ça, tu as des outils tels que PeerView ou le profiler de Visual Studio qui vont te permettre d'aller creuser dans ces données-là. Et le dernier truc autour de ces outils très avancés, c'est d'exploiter directement ETW ou son équivalent qui s'appelle EventPipe, ça c'est l'équivalent surtout pour les plateformes open source, genre Linux ou macOS, Mhm. qui vont te permettre d'aller collecter des choses très fines en termes d'événements de performance dans les exécutions de ton code .NET. Donc voilà, ça c'est un peu tous les outils qui existent et je vais en aborder quelques-uns dans les démos qui viennent. Et d'ailleurs, je crois que... euh, ah non, il y avait quand même quelques aspects que je voulais aborder. Donc en termes de performance, il y a quand même quelques usual suspects, quelques trucs qu'il faut regarder en premier, qui sont un peu, dans 90% du temps, ce qui va te poser des problèmes et qui Mhm. ne vont pas te demander d'aller creuser des micro-optimisations, etc. Ouais. Euh, le premier, c'est de mal utiliser son ORM. Souvent, on a des bases de données qu'on exploite et on va avoir un ORM parce que c'est plus rapide de développer avec un ORM et que ça couvre 90% des usages. Mhm. Mais on va le laisser faire. Et donc, on va le laisser faire et on va faire ce qu'on appelle du overfetching, récupérer trop de données. On va faire le fameux select étoile qu'on ne ferait pas si on utilisait du SQL. On va le faire quand même parce que l'ORM, quand tu récupères une entité, il récupère tous les champs. Et tu t'es pas posé la question, tu récupères tout sur ton ordi et tu commences à le retraiter. Il faut éviter. Il y a plein d'outils dans Link qui te permettent de faire des projections, de dire qu'est-ce que tu veux récupérer Mhm. exactement. Il faut en profiter. L'autre truc que tu vois souvent avec les ORM, c'est le fameux selected plus 1
ou les problématiques de lazy loading. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire tu récupères une liste d'enregistrements et tu vas récupérer pour chaque enregistrement des données liées à cet enregistrement. Donc avec le lazy loading qui est déconseillé avec Entity Framework maintenant, ça existait, mais même dans du code, je l'ai vu souvent faire, c'est-à-dire qu'on va parcourir la liste des enregistrements qu'on a récupérés et à chaque fois on va faire une requête. Et ça, c'est catastrophique parce que tu rajoutes de la latence réseau à de la latence réseau. C'est pas tellement que les traitements sont longs, c'est que tu rajoutes de la latence et t'écroules tes temps de réponse du coup. Ça peut être vite assez catastrophique. Les deux derniers qui vont souvent ensemble, c'est aussi les index qui manquent dans la base parce que on a posé la structure, on ne s'est pas posé la question d'optimiser ça. Ou les hiérarchies de tables. C'est-à-dire on a découpé un peu finement nos classes, ce qui est pas mal en conception objet, même si on revient un petit peu dessus dans les tendances actuelles. Mais derrière, si on ne se pose pas de questions, ça impacte la structure de la base de données. Il va créer une table, une autre table, une autre table, une autre table, et on va se retrouver avec des jointures sans fin. Et ça va être pareil, exploser nos perfs au niveau de notre ORM. Donc ça, voilà, le suspect numéro 1, l'ORM. Deuxième suspect, ça va un peu avec, c'est l'absence de mise en cache. On récupère nos données et on va toujours les récupérer alors que on fait 90 fois la même requête. Alors les bases de données sont optimisées. Hein. Quand c'est la même requête, elle sait te ramener le même jeu de données. Mais tu perds quand même ta latence réseau, tu as quand même des sous-optimisations et tout. Si tu avais caché tes données en mémoire, et si tu acceptais d'avoir éventuellement des données qui ne sont pas ultra fraîches, tu peux gagner énormément de temps et éviter de te ramener à chaque fois des mégas de données sur le réseau avec des latences incroyables. Donc voilà, ça c'est deuxième usual suspect. Ensuite, l'abus de réflexion. Oui et non. Réflexion au sens reflection, la récupération des métadonnées. De manière générale, en fait, tout ce qui est trop d'abstraction. On se dit, c'est un traitement qui est générique, je vais le faire par réflexion, parce que comme ça, je le code une fois et je l'ai pour tous mes types, pour tous mes trucs. La réflexion, c'est puissant, mais c'est lent. Maintenant, on a des choses qui te permettent, si tu veux garder ton niveau d'abstraction, de générer du code à la place. Donc, tu récupères tes définitions de classe et tu génères le code plutôt que de passer par de la réflexion à l'exécution. C'est plus rapide et tu gardes un peu ton abstraction. L'autre possibilité aussi, c'est de dire l'abstraction, on est peut-être un petit peu abusé, je vais coder mon code plutôt que de le faire en abstrait. Dernier aspect, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont faites autour de la sérialisation en .NET. Déjà, il y a des optimisations autour de comment désérialiser ou sérialiser du JSON. Il y a des générateurs de classes qui sont faits pour ça et qui sont assez puissants. Je crois que dans mes exemples, il y a un cas où on parle de l'usage d'un générateur de code et de la désérialisation générique. Et aussi, ce qui m'est souvent arrivé de voir, c'est que on sérialise un énorme document JSON ou désérialise un énorme document JSON. Ça prend énormément de mémoire. Ça effondre les performances à cause de ça. Et on ne s'en sort pas. Alors que le framework sait très bien dire je commence à parcourir le document, je désérialise une classe, je désérialise une autre classe, etc. Et notre tableau, qui est énorme, on peut le traiter petit bout par petit bout, et ces problèmes-là, d'un seul coup, disparaissent. Quoi. Donc ça, il faut en être conscient qu'il y a des outils là-dessus et que c'est les premières choses qu'il faut regarder. Les deuxièmes choses qu'il faut regarder, c'est quand ça commence à être plus fin, que c'est vraiment les processing dans ton code qui commencent à être lents. C'est souvent qu'on alloue trop de données. Par exemple, on fait des concaténations de chaînes, on recopie des tableaux de données, on fait plein de choses comme ça. Et ça consomme beaucoup de mémoire. Et après, le ramasse-miettes, il passe son temps à ramasser. Et du coup, ça perd du temps. Un autre truc qu'on voit assez souvent, c'est le logging. Le logging, il est vachement performant en .NET. Il peut être asynchrone, même s'il n'est pas toujours. Il faut faire attention à ça. Mais par contre, si on commence à lui passer des chaînes formatées, à chaque fois, on va allouer des nouvelles chaînes, on va faire des traitements et tout.
pour ce login, alors qu'on pourrait s'en passer. Et du coup, ça va nous faire perdre du temps. Je crois qu'on va pas avoir beaucoup de temps pour les C'est démos, pas mais grave, on fera un épisode 2. derrière, on va avoir, je vais quand même essayer d'en faire au moins. On va avoir les IO auxquels il faut faire vachement gaffe et tout ce qui est bloquant. Donc maintenant en .NET, il y a tout ce qu'il faut pour l'asynchronisme. Si on fait des IO, il faut les faire en asynchrone, notamment le logging, il faut vérifier que notre logger il est asynchrone. Il faut éviter de faire des verrous, il faut éviter de saturer le thread pool en faisant des bloquants, notamment en utilisant Resolvability Wait, ça c'est très dangereux. Dernier aspect, c'est tout ce qui est garbage collection. Éviter d'allouer des très très gros objets, parce que ça, c'est vraiment ça qui fait très très mal au garbage collector. Et éviter de cacher des données éternellement. Surtout quand on a beaucoup de données dans notre cache, si on garde un cache énorme, ça va prendre beaucoup de temps. Enfin, ça va nous consommer beaucoup de ressources. Alors, je vais essayer de faire juste 2 trucs très rapides. Vous montrer... 4 minutes, 4. ça va être chaud. Vous montrer, j'ai fait une petite API sur laquelle que j'ai fait tourner pour voir un petit peu, pour montrer un petit peu comment ça se comporte. Là, j'ai essentiellement 2 endpoints, un qui se comporte mal, qui fait des allocations en boucle, etc. Et non, qui va faire des requêtes en boucle et qui du coup va perdre beaucoup de temps. Donc il y a des temps de réponse que je vois là en moyenne de 54 secondes et un autre qui a des temps de réponse de 4 secondes. Là, tout de suite, grâce à Application Insight, j'ai juste plugué Application Insight, je l'ai configuré aussi pour regarder les requêtes à la base de données. Et tout de suite, je vois déjà ma distribution. Si je regarde l'API qui est lente, je vois que mon P99, il est à plus de 2 minutes. C'est énorme. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne me montre pas les autres. Il faudrait que je regarde. Alors que l'optimisé, je vais avoir une médiane à 60 millisecondes et un 99 à 1,2 millisecondes. Mais je peux quand même aller regarder un peu plus en détail pourquoi ceux qui prennent du temps prennent du temps. Là, il me liste des samples. Là, je vois celui-là qui prenait 46 secondes. Si je veux aller voir pourquoi il prenait 46 secondes, là, je regarde et je vois que j'ai une première exception de connexion, une deuxième exception de connexion, avant que ma requête à ma base SQL, elle soit passée. Et du coup, moi, je vais déjà avoir un premier niveau d'analyse. Je vais voir que j'ai des requêtes qui passent longtemps, peut-être parce que j'ai saturé mon pool de connexion, et c'est ce qui fait que j'ai des sockets exception. Donc, va peut-être falloir que je règle un petit peu tout ça, que je size ma base de données, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Ça peut te donner des premiers éléments autour de ton analyse. Je vais passer très rapidement sur ce qu'on va obtenir avec non pas celui-là, peut-être celui-là, voilà, avec benchmark.net, qui va nous permettre de faire tourner donc des petites optimisations qu'on va vouloir tester. Donc typiquement, voilà, j'ai un bench avec différentes classes que je vais tester, sur lesquelles j'ai un premier où je fais des concaténations versus utiliser un string builder, un deuxième où j'utilise une regex versus une regex générée, un troisième où je fais de la désérialisation JSON versus de la désérialisation générée, etc. Et donc, je définis qu'est-ce que je vais vouloir tracer, la mémoire, le CPU, enfin des trucs comme ça. Et derrière, je fais tourner mon bench, donc ça prend environ 1 minute par test. Et il va me donner mes résultats. Là, pour le JSON, je vais voir que si j'utilise la version naïve avec mes données de test, j'ai 1 milliseconde, microseconde. Avec la version sur générée, je suis à 600 nanosecondes, donc j'ai gagné presque 60%. Et en plus, j'utilise moins de mémoire, ce qui va me mettre moins de pression sur mon garbage collector. Ici, par ailleurs, là, je vois sur mes expressions régulières, si j'utilise mon expression régulière sans la précompiler, je vais mettre 10 fois plus de temps, voire 100 fois plus de temps, 100 fois plus de temps, et je vais allouer de la mémoire. Alors que si j'ai déjà compilé mon expression régulière et que je l'ai mise en cache, là, c'est beaucoup plus rapide à l'exécution et je ne vais pas allouer de mémoire. Donc, je gagne et sur le CPU et sur la mémoire.
Si je fais, alors ça, il faut que je le mette en preview parce que c'est pas très visible comme ça. Voilà. Je fais un test sur les concaténations versus des string builders. Là, en plus, je lui ai dit, je vais tester avec 50, 100, 500, 5000 concaténations. Mhm. Et je vois que le comportement n'est pas du tout le même. Sur mon string builder, c'est à peu près linéaire. Sur ma concaténation, ça se comporte un peu différemment. C'est un peu sous-linéaire, mais c'est quand Oui. même non, surlinéaire. Hein. Ça explose même, tu vois. Et ça Mm. consomme énormément de mémoire. Alors que, Ouais. voilà, je sais pas pourquoi il m'a. Alors que le string builder, il consomme de la mémoire en proportion de ce que tu vas allouer, quoi. Mhm. Donc, tout ça, voilà, ça va te permettre de tester des hypothèses, de se dire, eh ben, mon implémentation, si je remplace ça par ça, est-ce que ça se comporte beaucoup mieux ou pas? Voilà, ben, j'aurais bien aimé vous montrer un petit peu les autres exemples que j'avais préparés. T'inquiète, on mettra un épisode 2. Ne t'en fais Voilà, point. bon. Les gens seront très Euh, satisfaits de te revoir et moi également. et voilà. Faut être conscient que quand on fait des optimisations, ça peut augmenter la complexité de notre code et diminuer sa maintenabilité. Ça a du coup humain de tester que tout fonctionne on n'est pas de régression, etc. Donc, il faut quand même se poser la question, quand on optimise, quel est le gain attendu? Est-ce que c'est rentable au Mhm. final? Voilà. Ok, oui. Euh, on mesure avant d'optimiser, on profile, on ne devine pas, on Ouais. automatise si on peut les tests de performance et on garde l'œil ouvert sur un peu tout ce qui est proposé par le framework et comme par les librairies pour optimiser. Il y a des super optimisations, il y a des super bibliothèques qui sont sorties. Il ne faut pas hésiter. Tu nous On en en diras reparlera. encore plus, voilà, pendant l'épisode 2. Et la semaine prochaine, tu seras étonné de savoir que j'aurai un autre Julien, dis donc. Bon. J'enchaîne les Juliens, si j'ose dire. Julien G qui va nous parler du commerce chez Neos SDI. Eh oui, Ah, exactement, petit hors série la semaine prochaine dans le 13h30, mercredi bien entendu. À quelle heure? À 13h30, vous le savez. Merci Julien, oh. c'est super. Je te dis à À une bientôt, salut. prochaine, du coup. Comme quoi, il faut